Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ministre de l'Agriculture. On va parler de l'agriculture, mais on va d'abord parler bien sûr de l'épidémie. Trop faible par rapport à la gravité de la situation. Voilà ce que l'on entend comme réaction face aux nouvelles restrictions. Est-ce qu'on ne va pas être contraint de serrer un peu plus la vis ? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'adapte au fur et à mesure. On l'a toujours fait depuis le début de la crise et on continuera à le faire. Après, on le sait bien, l'ensemble des mesures qui sont prises, elles doivent être à l'image de la situation qu'on voit et notamment la situation qu'on a dans nos hôpitaux. C'est ce que nous suivons d'extrêmement près pour adapter au fur et à mesure. Je crois aussi qu'il faut en appeler à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Moi, je vois les débats depuis la semaine dernière avec les nouvelles annonces. Beaucoup se sont interrogés. Parfois, certains ont trouvé ça trop confus. On a corrigé le tir depuis lors. Mais il n'en reste pas moins que ça dépend de chacun d'entre nous. Et donc, il faut absolument que cette responsabilité, elle soit totale et elle soit partagée. Il y a un rendez-vous devant nous, c'est le week-end pascal, et après il y aura les vacances de Pâques. L'Allemagne a décidé de reconfiner sévèrement pour ce grand rendez-vous familial. Faut-il le faire en France aussi ? Vous savez, le Premier ministre a donné des indications très claires sur le week-end pascal. Et ce qui est incroyablement difficile, c'est que le week-end pascal est un moment familial. Est un moment où on a tous en tête ces chasses aux œufs ou auprès de sa famille et des grands-parents, pour faire simple. À nouveau, ça dépend de chacun d'entre nous. C'est pas une loi qui va empêcher dans le cadre familial, dans l'intimité profonde, mais c'est la responsabilité de chacun. Mais il y a la lassitude des gens qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, qui en ont assez. Comment lutter contre ça ? C'est un fait, et cette lassitude, on la partage tous. Mais c'est vrai que face à cette lassitude, il faut avoir le courage de se dire que les positions qui sont prises, le comportement de chacun d'entre nous, encore une fois je le redis, il est là pour protéger celles et ceux qu'on aime. C'est dur. Dehors c'est en très citoyen. Dur, mais il faut le faire. Dehors en citoyen, dit le nouveau slogan. Mais si dehors on doit se comporter en citoyen, est-ce qu'il ne faut pas que les forces de l'ordre soient un peu plus interventionnistes quand il y a des attroupements au soleil, Elle est très discrète, la police, quand même. Si, je crois que les indications et les instructions passées par le ministre de l'Intérieur, et vous avez raison de le rappeler, elles ont été très claires. On a vu des images inacceptables. Quand vous voyez ce carnaval à Marseille le week-end dernier, mais qui peut l'accepter, évidemment. Et donc, oui, des messages très stricts sont passés pour que l'ensemble des règles soient appliquées. Mais encore une fois, à la fin, c'est une responsabilité collective, collégiale. Quand il y a un débordement ici ou là, évidemment qu'il faut intervenir, qu'il y ait des contrôles, évidemment qu'il faut qu'ils soient là, qu'ils soient renforcés. Mais le comportement que vous, Monsieur Barbier, vous avez avec vos proches, dans votre intimité, ça dépend évidemment avant tout de votre propre comportement. Et c'est cela la responsabilité que j'évoquais. On bute sur une difficulté en Ile-de-France, ce sont les transferts de malades parce que les familles sont réticentes. Est-ce qu'on ne doit pas être un tout petit peu plus autoritaire et évidemment les aider à accompagner leurs proches dans cet exil provisoire ? C'est des sujets qui évidemment sont très compliqués parce que là aussi on est face à des situations qui sont extrêmement difficiles. Moi je crois que ça fait partie de tout l'accompagnement notamment du professionnel médical, des services de santé, que de pouvoir expliquer la nécessité et les accompagnements, parce qu'il y a des accompagnements qui sont proposés aux familles. Ce qui est sûr, c'est que c'est très important de pouvoir libérer des places là où elles doivent être libérées. Si chaque pays avait acheté soi-même ses doses sans passer par l'Europe, est-ce que la France n'aurait pas été plus vite et mieux vaccinée ? Je ne crois pas. Je ne crois pas et je pense moi profondément à la force de l'Europe dans ces discussions. Est-ce que tout a marché ? À l'évidence, non. Est-ce qu'il faut aller plus vite ? À l'évidence, oui. Mais est-ce que cela aurait été mieux sans l'Europe ? Je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non parce que quand vous prenez la somme de doses de vaccins achetées à travers le monde par l'Europe, c'est absolument colossal. Quand vous voyez le rapport de force que parfois il faut mener avec certains nombres de compagnies ou de laboratoires pharmaceutiques. La France n'avait pas les reins pour ça. Mais avec l'Europe, avec le couple franco-allemand, avec la puissance de l'Europe, évidemment que c'est beaucoup plus puissant. Parce que les Britanniques tout seuls l'ont pas mal réussi quand même. Oui, mais en dépit, on regardera à la fin, en dépit de quoi ? Parfois du non-respect, y compris de protocoles sanitaires édictés par les laboratoires pharmaceutiques. Ils écartent les doses, beaucoup. Ils écartent les doses. Qui l'accepteraient ? L'Europe, c'est quoi ? C'est une Europe forte qui est là pour négocier
pour obtenir, et puis c'est une Europe qui protège. Et je crois que c'est très important, vous savez, quand on dit que ces vaccins, ils arrivent au niveau européen après qu'une autorité de santé ait donné des consignes. Mais c'est essentiel, c'est une Europe qui protège. Et donc moi, je suis persuadé que cette politique européenne, il faut se souvenir de là où on vient. La politique de santé européenne existait très peu auparavant. Je crois que c'est un grand pas qui est fait. Encore une fois, il faut accélérer, il faut mettre encore plus de pression, parce que la seule solution aujourd'hui, c'est la vaccination. Et donc, il faut accélérer. C'est ce qu'a encore redit le président de la République hier. Si l'Europe est forte, pourquoi n'arrive-t-elle pas à saisir, tout de suite, mettre sous séquestre les doses d'AstraZeneca produites en Union européenne, mais destinées à l'exportation ? Mais parce que d'abord, il faut voir qu'on importe en Europe un certain nombre de doses de vaccins qui ne sont pas produites en Europe ou qui sont sous licence de pavillons non européens. Donc, craignez les représailles ? Il ne faut pas se dire que tout se passe comme si il n'y avait pas des interactions à l'international. Et inversement, moi, ce que je note, c'est que l'Europe est sortie de toute naïveté s'agissant de la nécessité, parfois, d'interdire elle-même certaines exportations depuis son territoire vis-à-vis de compagnies qui ne respectaient pas leurs propres contrats. Ça se terminera devant les tribunaux commerciaux, ça. En tout cas, c'est dans ce rapport de force qui a été initié pour faire en sorte qu'à la fin des fins, les contrats soient respectés. Je crois que c'est très bien ainsi. Si l'immunité vaccinale n'est pas atteinte en France pour l'été, ne faut-il pas considérer que le gouvernement ayant échoué, la présidentielle sera perdue pour Emmanuel Macron ? Est-ce que ce n'est pas son curseur pour une réélection ? On verra à la fin. Je ne peux vous répondre autre chose qu'on verra à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de se dire comment on fait pour continuer à protéger les Français, comment on fait pour accélérer la vaccination. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la seule solution, c'est la vaccination. Et d'ailleurs, vous avez commencé votre question comme cela. Notre seule préoccupation, c'est d'atteindre les objectifs de vaccination, c'est de renforcer les dispositifs de vaccination, c'est d'obtenir les doses de vaccination. Et quand, d'ailleurs, on se compare par rapport à d'autres pays européens, il est faux de dire que en France, c'est moins bien qu'ailleurs. C'est faux. Et donc, la seule des solutions, c'est la vaccination. Et c'est ça qui emporte toute notre attention aujourd'hui. Il y a beaucoup d'agriculteurs âgés en France. Ils se vaccinent ou ils s'en fichent parce qu'ils sont en plein air ? Ils ont le droit exactement aux mêmes règles que les autres. Et vous les sentez motivés ou au contraire ils vivent à la campagne ? C'est loin pour eux l'épidémie. Non, je crois que c'est une préoccupation de chacune et de chacun. C'est pas lié à tel et tel secteur d'activité, mais évidemment c'est une préoccupation de tous. Et cette vaccination, elle doit être donnée en termes d'accès absolument à tous. En quoi l'agriculture va-t-elle profiter du plan de relance ? C'est combien d'argent d'ailleurs pour l'agriculture ? C'est plus d'1,2 milliard, donc c'est tout à fait conséquent. Et où va-t-il aller ce 1,2 milliard ? Il va essentiellement sur les facteurs pour moderniser notre agriculture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Ça n'existe pas. Vous prenez ça à travers les siècles, à travers les civilisations. Il n'y a jamais eu de pays fort sans agriculture forte. Vous prenez pendant la période qu'on vit, la Covid. En France, sur nos étals de supermarché, on n'a jamais manqué de rien. Ça n'a pas été le cas dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'on a une agriculture qui est forte aujourd'hui, mais qui est face à d'énormes défis. Le changement climatique, la réserve en eau, le vieillissement, vous l'avez dit à l'instant. Et donc le plan de relance, ce 1,2 milliard d'euros, j'ai voulu l'axer sur l'ensemble de ces priorités pour regagner en souveraineté. Mon objectif majeur, c'est la souveraineté agricole de notre pays. Et donc comment on fait pour regagner en souveraineté, sortir de cette dépendance, adapter notre agriculture à ces défis d'aujourd'hui et de demain. Et vous étiez à Bruxelles hier, la nouvelle politique agricole commune, elle va aller dans le sens de la souveraineté ou au contraire dans le sens du marché libre et de la concurrence totale ? Non, elle va dans le sens de plus de souveraineté. Et comment ? Je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, ça fait 50 ans que, à l'échelle mondiale, on a organisé un système qui fait que l'Europe, de manière générale, et singulièrement la France, on dépend des protéines, soja, colza, légumineuses, du continent américain. Et en fait, quand on a créé l'Europe, à la fin des années 50, sur le volet agricole, les États-Unis d'Amérique ont dit aux Européens, faites votre Europe, mais à une condition, c'est que vous restiez dépendants de notre production de protéines. Et donc aujourd'hui, on a un système aberrant. Pour nourrir nos animaux, pour nous nourrir, on importe du soja, du colza et des protéines sud-américaines, qui sont les mêmes qui sont produites avec des normes qu'on n'accepterait pas dans notre pays. Et on va changer ça. Et qui importe de la déforestation. Et on est en train de changer massivement cela avec un investissement très important dans la reconquête de notre souveraineté protéique, planter plus de légumineuses, planter plus de plantes
protéiques. Au niveau national, au titre du plan de relance, par exemple, c'est 100 millions d'euros nationalement parlant qui sont faits, mais au niveau européen aussi, où on en a fait une priorité. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour moi un exemple qui montre que oui, l'Europe, elle est là pour nous protéger. On l'a dit sur les vaccins, c'est très vrai pour l'alimentation. C'est profondément vrai. C'est des normes, des standards qui fait qu'on s'assure de la qualité des aliments qu'on donne à nos concitoyens européens, mais aussi en gain de souveraineté. Et la protéine en est un très bon exemple. Avec cette épidémie, avec le nouveau monde qu'on espère, la transition écologique est devenue encore plus impérative. On l'a vu avec les pesticides, une mesure censurée en Conseil constitutionnel. On voit que l'agriculture a du mal à aller vite dans cette direction. Est-ce qu'elle va y arriver ? Non, je me permets de vous corriger. Elle n'a aucun mal, l'agriculture, à faire ça. Bien au contraire, l'agriculture, elle croit profondément dans l'environnement. Donc la transition agroécologique, elle est très importante et on est très allant dessus. Mais encore faut-il qu'il y ait des solutions, il n'y en a pas partout. Moi, je vais même vous le tourner en positif. Quand on fait une transition agroécologique, on crée de la valeur environnementale. La question, c'est est-ce qu'au même moment, vous créez de la valeur pour l'agriculteur ? Un agriculteur, c'est un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple. Mais c'est un entrepreneur. Et donc, il a besoin de pouvoir vivre dignement de son travail. Et donc, si la transition agroécologique, ça ne crée que de la valeur pour l'environnement, mais ça n'a aucun impact positif pour le compte de résultat de l'agriculteur, voire ça le dégrade, c'est ça qui ne marche pas. Et donc, vous comme moi, mais comme tous ceux qui nous écoutent, quand vous êtes dans un supermarché, dans un commerce, et que vous voyez des produits issus de notre agriculture... Le circuit court doit être... Le circuit court, mais le label de nos territoires, ce qui fait le cœur de notre agriculture française, qui est l'une des plus durables au monde. Mais que vous, alors que vous en avez la possibilité, ne choisissiez pas cette voie-là, mais un produit importé, c'est là où on ne crée plus la valeur. Et donc là aussi, on a un énorme sujet de société. Est-ce qu'on croit dans notre agriculture ? Est-ce qu'on croit dans notre souveraineté ? Est-ce qu'on fait le choix, y compris dans la consommation ? La loi Egalim devait apporter des réponses un peu à tout cela. On a l'impression qu'elle a été contournée par la grande distribution, qui est très habile. Est-ce qu'il faut une révision de cette loi ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ça a fait bouger des lignes, que certains, y compris dans la grande distribution ou chez les industriels, ont eu des changements de comportement, mais qu'il y en a d'autres qui continuent à ne pas jouer le jeu. Et donc, à la fin, on dégrade tout avec, là aussi, un seul principe très clair, c'est que le système qui est organisé, c'est on tire les prix toujours vers le bas. Mais comment vous voyez, votre question précédente, c'était comment on monte en qualité avec, par exemple, l'agroécologie. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Ça, c'est pour le prochain quinquennat. On n'aura pas le temps de faire une nouvelle loi. On ne peut pas à la fois demander plus de qualité et détruire les prix. Est-ce que c'est pour le prochain quinquennat ? Non, je pense qu'on peut aller même plus vite, que ce soit sur des volets réglementaires, peut-être même des volets législatifs. J'ai demandé à Serge Papin, qui est l'ancien président de Système U, de me faire des propositions. Il me les remet d'ailleurs demain, avec des choses très concrètes qui vont nous permettre d'aller plus loin que la loi Egalim. Pour moi, il y a urgence et donc je veux le faire très rapidement. Dernière question, on doit passer à l'heure d'été. Est-ce que c'est une bonne idée ? D'abord, en milieu agricole, c'est parfois contesté, c'est compliqué pour les bêtes. Et puis surtout, ça va allonger les soirées, alors que pour lutter contre l'épidémie, on n'en a pas forcément besoin. Alors, honnêtement, sur l'impact de l'épidémie de ce passage horaire, je laisserai les spécialistes, le dire. C'est vrai que quand on parle du temps agricole, c'est plutôt le temps qu'il fait que le temps qui est indiqué sur la montre. Mais ça, c'est d'un point de vue agronomique. D'un point de vue sanitaire, je laisserai les sanitaires le dire. Julien Denormandie, merci, bonne journée. Merci à vous.